bienvenue pour un nouvel update lecture. Oui, je suis toujours habillée pareil. Oui, je continue dans ma journée de tournage, de marathon de tournage, update lecture parce que je suis grave à la bourre. Et aujourd'hui, je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus en juin et des premiers livres de juillet, donc des premiers livres de ma palle du mois de juillet que j'ai fait sur la jeunesse. Oui, je suis très en retard. C'est parti. Le premier, c'est Creuser sa tombe, donc le tome 4 de Chasseuse de la nuit, écrit par Janine Frost. Je l'avais emmené avec moi à Bruxelles. En fait, j'avais emmené 2 livres avec moi à Bruxelles. Et j'avais emmené, donc le deuxième c'est un one-shot que je vous montrerai juste après. J'avais emmené 2 livres que je savais, enfin, ou du moins que je savais qu'il y avait de grandes chances pour que je les aime et que j'aille au bout. Parce que je voulais pas m'emmener un livre et au bout de 30 pages me rendre compte que ça ne le faisait pas et me retrouver donc une semaine là-bas sans livre. Alors j'ai pas lu des masses là-bas parce que mes journées étaient assez chargées et que le soir j'étais assez fatiguée, mais j'ai quand même lu, notamment celui-ci je l'ai pas mal lu dans l'avion et dans les transports, notamment de l'aéroport de Bruxelles à mon appart et de l'appart à l'aéroport de Bruxelles au retour. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Les 3 quarts du livre ont été assez compliqués à lire, mais avant, ici, donc dans le tome 1, on a rencontré Kat, qui est chasseuse des vampires, qui, voilà, sa mère, elle l'a littéralement élevée dans la haine des vampires, en sachant que elle et sa mère ne sont pas surnaturelles, hein, elles ne sont pas des vampires elles-mêmes. Et donc voilà, elle a été élevée en mode les vampires c'est de la merde, il faut tuer les vampires c'est dangereux, les vampires c'est méchant, blablabla, tout ça. Et au début du tome 1, elle va rencontrer un vampire qui va un peu changer la donne et un peu changer son regard sur les vampires. Il n'empêche qu'elle va continuer à être chasseuse de vampires parce qu'en fait, elle va découvrir que les vampires, bah, c'est comme les humains. Il y en a qui sont gentils et il y en a qui sont méchants. Donc elle va continuer à chasser les méchants vampires et on va découvrir tout un monde et la manière dont les vampires sont constitués. La construction, ça m'a un peu rappelé Vampire Diaries. Donc là, je parle de la série, mais de mémoire, c'est à peu près la même chose dans les livres parce que je crois que j'ai lu les 3 ou 4 premiers tomes et après j'ai lâché l'affaire pour Vampire Diaries, donc Journal des vampires en français. En fait c'est la même chose parce que il y a une histoire de lignée, enfin c'est un peu comme The Originals du coup, il y a une histoire de lignée qui fait que les vampires qui ont créé les autres vampires deviennent le père et grand-père de ces vampires là, et un grand-père, ce qui fait que tu te retrouves avec un grand-père de ton âge physiquement parlant, même s'il a 400 ans de plus que toi en vrai. Et donc voilà, on découvre toute la famille du vampire qu'elle va rencontrer dans le tome 1 au fil des tomes. J'aime bien cette saga globalement et j'ai du mal avec ce tome là parce qu'en fait dans ce tome là on a toute une histoire autour de Kat et d'un ennemi à elle qui débarque de on ne sait pas où et qui fait que si elle est au courant de ce qu'on fait et de où elle est et de ce qui se passe pour elle, lui aussi est au courant, ce qui fait que en gros elle se retrouve entourée de mecs et il n'y a que des hommes vraiment qui décident pour elle, qui la baladent d'un coin à l'autre de la planète, qui lui disent tu vas là, tu fais ça, tu t'assois, tu dors pas, tu manges pas. Et elle se laisse faire. Et ça m'a rendue tarée parce que on connaît Kat depuis 4 tomes maintenant, on sait comment elle est, on connaît son caractère, on sait qu'elle se laisse pas faire, on sait que c'est une battante. Et là, elle se laisse balader littéralement par des hommes tout au long pendant les 3 quarts du tome. Alors certes, on a une excuse, enfin, elle n'a pas le choix, elle doit remettre sa vie entre les mains de ces hommes-là, mais ils sont pas obligés de la traiter comme ça, quoi. Enfin, franchement, ça m'a rendue tarée. J'ai quand même été au bout parce que ma réflexion, en fait, c'était, j'ai déjà lu 3 tomes de cette saga, 3 tomes que j'ai beaucoup aimés, je sais qu'il y en a pas mal d'autres derrière. Peut-être que celui-ci, c'est juste une erreur de parcours pour moi, hein. Je dis pas que c'est mal écrit, je dis pas que celui-ci est nul en particulier, mais que moi, je l'ai moins aimé. Donc j'ai continué et la fin rattrape parce qu'en fait on a cette espèce d'ennemi qui sort de n'importe où et qui est un psychopathe et un pervers pas possible, et on a donc le premier vampire que Kat a rencontré qui lui on l'aime bien en fait. Et l'autrice, grâce à ces 2 personnages, va montrer la différence entre le connard narcissique et pervers qui veut juste contrôler ta vie et te pourrir ta vie en tant que femme, et le gars qui t'aime, qui essaye de contrôler ta vie pour te protéger parce qu'il t'aime, mais qui, parce qu'il t'aime, te laisse aussi un putain de libre arbitre. Et j'ai adoré de voir cette différence-là. Elle a mis un peu trop longtemps à arriver selon moi parce que j'en avais un peu ras-le-bol de voir une Kat soumise à tous ces hommes. Mais j'ai quand même beaucoup aimé cette fin. Je lirai la suite. J'ai déjà le tome 6, j'ai pas encore le tome 5. Il faudrait que je me débrouille pour le trouver parce que sinon je ne pourrais pas avancer dans la saga. Mais voilà, j'aime beaucoup cette saga. C'est l'une des rares sagas de Beat Lit avec des vampires et tout
autre que Charlie Davidson que j'arrive à aimer et à apprécier et que je ne passe pas mon temps à comparer à Charlie justement au cours de ma lecture. Donc c'est cool, je continuerai c'est sûr, et si vous aimez la Beat Lit, bah, vous devez forcément connaître, enfin vous devez, je suppose, connaître cette saga, mais si c'est pas le cas, ou si vous ne l'avez pas encore commencé, et bah commencez là parce que c'est vraiment bien pour de la Beat Lit. Évidemment, il faut aimer. Évidemment, il faut aimer la Beat Lit, hein, sinon ça marche pas. Bref, j'écoute toujours We All Want the Same Thing de Rickstone en lisant cette saga. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à chaque fois en barre d'infos, je mets le lien vers la page Booknode des livres et vers la vidéo YouTube de la musique sur la chaîne du chanteur, parce que je vais pas faire de la pub pour d'autres gens, on s'en fout. Donc voilà, si vous avez envie d'écouter des musiques que potentiellement vous connaissez pas, les liens sont direct en barre d'infos. Je fais ça bien. Le suivant est donc le deuxième que j'avais avec moi à Bruxelles, c'est Le couteau sur la nuque de Agatha Christie. Voilà, je me suis dit, Agatha Christie, je prenais pas trop de risques non plus. Au final, c'est pas le meilleur que j'ai lu de l'autrice, mais c'était sympathique quand même. Ici, on est avec Hercule Poirot. Donc Hercule Poirot est l'enquêteur le plus connu de Agatha Christie et l'un des enquêteurs les plus connus dans le policier, dans le monde et dans la littérature. Ici, on va enquêter. En fait, au tout début du livre, on a une femme qui vient voir Hercule Poirot et qui lui dit je veux divorcer, mon mari me gave, et qui en gros repart en mode si vous n'arrivez pas à me faire divorcer, je vais le tuer. Et ça ne rate pas. Peu de temps après, on retrouve le mari mort, évidemment. Et donc, on va accuser cette femme. Et en gros, Hercule Poirot va essayer de prouver que c'est un complot contre la femme et qu'en vrai, c'est parce qu'elle a dit qu'elle allait le tuer qu'on en a profité pour le tuer et la faire accuser elle. C'est très bien écrit, c'est très bien raconté, donc ça a l'air compliqué dit comme ça, mais c'est tellement bien écrit et bien construit que c'est pas compliqué quand tu le lis. Par contre, il est pas long et pourtant je l'ai trouvé long à lire. Il n'y a pas des masses de rebondissements, il n'y a pas des masses d'événements qui se passent et c'est très lent. Je trouvais ça très très lent. C'est pas le meilleur que j'ai lu d'elle, clairement. C'est pas le pire non plus parce qu'il y en a d'elle que j'ai moins aimé. Je dis pas que c'est nul, hein. Ceux que j'ai moins aimés, je dis pas qu'ils sont nuls non plus. Mais voilà, comme pour tous les livres et pour tous les autrices, il y en a que j'aime plus que d'autres. Et celui-ci se case à peu près au milieu, selon mon barème de livres de Agatha Christie que j'ai lu, aimé ou pas, enfin ou moins. Donc il fait 220 pages. En vrai, il est pas si long que ça. Et surtout, ce qui m'a vraiment vraiment déçu, c'est que la révélation de fin m'a pas emballé plus que ça. J'étais là en mode ouais, tout ça pour ça. C'était pas dingue. Voilà, je suis un peu déçue, j'avoue. Je suis quand même contente de l'avoir vu. Ça reste un Hercule Poirot. Et je sais pas comment l'autrice a réussi à faire ça. Mais donc tous les Hercule Poirot enfin tous les livres dans lesquels on a Hercule Poirot sont racontés du point de vue d'Hastings, peut-être à une ou deux exceptions près, je sais plus trop. Donc Hastings, c'est un peu le Watson de Hercule Poirot, une espèce d'assistant un peu nul. Et dans les premiers livres où tu vois Hercule Poirot, Hastings est agaçant, mais il est agaçant, t'as envie de le tuer, de le tarter, il est con, il est bête, mais franchement, il est débile. Vraiment, dans les premiers, j'avais envie de le tuer, je levais les yeux au ciel toutes les 10 pages, vraiment. Et on voit pas ça se passer, mais on constate que entre le premier livre où on a Hercule Poirot raconté par Hastings et celui-ci, Hastings n'est plus du tout agaçant. Il est plus du tout énervant, t'as plus du tout envie de le tarter. En tout cas, j'ai plus du tout envie de le tarter. Et l'évolution n'est pas visible, mais tu la constates d'un bout à l'autre. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu au fil des tomes. C'est pas comme s'il devenait de moins en moins agaçant, il est juste plus agaçant. Enfin, je sais pas comment elle a fait ça, mais c'est cool parce que franchement, avoir un narrateur agaçant, alors même si l'histoire est bien, c'est un peu lourd à lire et du coup c'est vraiment fun qu'on ait eu cette évolution là chez Hastings. Du coup, moi je les ai lus dans l'ordre, tous les Agatha Christie, donc les Hercule Poirot y compris, on n'est pas obligé de faire ça. Du coup, si vous les lisez pas dans l'ordre et que vous trouvez à un moment donné Hastings agaçant comparé à celui que vous avez lu avant, c'est normal, c'est juste que si on les lit dans l'ordre, on a une évolution de moins en moins agaçante chez Hastings. Donc voilà, si vous tombez sur en gros, si vous tombez sur un Hercule Poirot avec un Hastings agaçant, ça sera l'un des rares. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'était les deux derniers livres que j'ai lus à la toute fin du mois de juin. Et ensuite je suis passée à ma palle du mois de juillet. Avant de vous montrer les deux premiers livres que j'ai eu en juillet et les deux derniers livres de ce
cette update lecture. Du coup, j'ai 2 livres à vous montrer. Le premier, c'est Les Mondes de Willan, le tome 1, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero, que j'ai lu au mois de juillet, que j'ai adoré. Mais je suis déjà grave à la bourre sur les updates lecture, et étant donné que je vais en faire une vidéo complète sur la saga, je vois pas l'intérêt d'en parler avant en update lecture. Alors certes, la vidéo Zoom sur la saga sortira probablement pas avant décembre ou janvier, parce qu'il faut que je lise le tome 2, le tome 3, que je tourne, que je monte, que je poste la vidéo. Mais vous aurez un jour mon avis sur la chaîne dans, genre c'est pas comme si ça sortait dans 3 ans, ça va sortir dans quelques mois. J'ai adoré ce livre-là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc voilà, je vais essayer de finir la saga d'ici la fin de l'année. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tourner et de monter la vidéo d'ici la fin de l'année. Mais au pire, début 2020, putain mon dieu, 2020, vous aurez la vidéo sur la saga si jamais ça vous intéresse. Donc j'en parle pas plus ici. Et le deuxième dont je ne parlerai pas en update lecture, c'est Sa Majesté des Mouches de William Golding. Il y a plusieurs livres, notamment des classiques de la littérature jeunesse, qui m'ont un peu déçue au cours du mois de juillet, mais que je les ai terminés ou pas, j'ai quand même des choses à dire et j'ai quand même décidé d'en parler en update lecture. Sauf pour celui-ci, ça m'arrive rarement, mais il y a certains livres, quand je les commence, j'essaye de les lire, mais je n'y arrive pas. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à m'intéresser, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, j'ai pas envie de le lire en fait. C'est pas une panne de lecture puisque c'est juste propre à un livre, hein. J'ai réussi à lire autre chose derrière, c'était pas un souci, mais c'est juste celui-ci, je n'arrive pas à le lire, je n'arrive pas à m'y intéresser. Du coup, je comprends qu'à moitié ce qui se passe et ça me gave. Et il n'y a pas de raison en fait, il n'y a pas de l'écriture est trop compliquée, il n'y a pas de j'ai pas accroché à la plume, il n'y a pas de les personnages m'ont agacé. Il n'y a rien de tout ça, il y a juste je n'arrive pas à le lire et je n'ai pas d'explication. Peut-être que je suis la seule à qui ça fait ça. Ça me fait ça de temps en temps. Et du coup, je parle pas de ces livres-là sur la chaîne parce qu'à part vous dire, voilà, on va se retrouver avec un groupe d'enfants qui font une sortie scolaire, qui a priori se sont crachés sur une île et qui se retrouvent tout seuls un peu à la Peter Pan. Mais j'ai pas réussi à le lire parce que j'arrivais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que je l'ai pas lu parce que j'arrivais pas à le lire. Donc j'en vois pas trop l'intérêt. Comme il était dans ma palle et que je peux annoncer que j'ai lu tous les livres de ma palle, sauf le Oliver Twist qui vous sert actuellement de support trépied, tout ça. Parce que j'avais pas envie de le lire, je l'ai commencé mais j'avais pas envie de le lire. Donc je l'ai mis de côté, je le lirai plus tard. Voilà, je peux pas dire que j'ai lu tous les livres de ma palle sans les présenter tous. Donc voilà, celui-ci je l'ai lu, enfin j'ai essayé de le lire, mais ça le fait pas. Donc je lirai pas. Je passe maintenant au livre que j'ai lu en juillet et dont j'ai des choses à vous dire. Et je vous parlais de classiques qui m'ont déçu. Et bien le premier c'est Creux Blanc de Jack London. J'ai pas été hyper loin dans le bouquin, j'ai lu 55 pages. Bon, voilà, en gros j'ai lu la première partie. Et alors, pour l'histoire, on va suivre 2 hommes dans le pôle Nord, je suppose. En tout cas, ils sont sur une étendue de glace ou de neige et ils se baladent, enfin ils avancent en chien de traîneau. On ne sait pas ce qu'ils font là, on ne sait pas pourquoi il faut qu'ils repartent, mais ils repartent. Ils font en gros route vers ce que je suppose être le sud, du coup, plein sud, pour rentrer, pour retrouver une civilisation, un endroit où il fait chaud, et ils vont voir des gens. Et ils sont entourés par une espèce de meute de loups qui, chaque nuit, tuent un de leurs chiens. Et donc, chaque nuit, ils perdent un chien pour avancer avec leur traîneau, ce qui devient un peu plus compliqué. Et franchement, j'ai pas compris. En fait, je me pose beaucoup trop de questions pour continuer à avancer sans avoir de réponse. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont partis dans le pôle Nord? Pourquoi ils sont obligés de rentrer? Pourquoi il y en a un qui est mort? Pourquoi ils sont entourés de loups? Et surtout, ce qui m'a vraiment gonflé, mais alors d'une puissance, c'est que littéralement, on a, je crois, 3 ou 4 jours qui se passent exactement de la même manière et qui nous sont tous racontés dans le détail. C'est-à-dire qu'on lit 3 ou 4 fois la même chose. Mais quand je vous dis la même chose, c'est ils se réveillent, ils préparent leur traîneau, ils sellent les chiens, ils mangent, ils prennent leur petit déjeuner, ils s'en vont, ils font route, hop, ils s'arrêtent, la nuit est tombée, ils s'installent, ils montent le camp, ils allument le feu. Ils mangent, ils attachent les chiens, ils se réveillent, ils constatent qu'il y a un chien qui a disparu, ils déjeunent, ils préparent le camp, ils attachent les chiens, ils repartent. Et comme ça, on lit ça genre 3 ou 4 fois. Et ça m'a gonflé, j'étais là, mais c'est bon, j'ai compris en fait. Pourquoi tu me détailles ça à chaque fois? Enfin, franchement, ça m'a saoulée. Et aussi, je suis désolée, mais moi, il y a un truc que je trouve absolument pas crédible. Ils sont donc entourés par une meute de loups affamés. Alors déjà, de 1, je suis pas très professionnelle de la nature et des loups, mais jusqu'à preuve du contraire, une meute de loups ne reste pas dans un endroit où ils n'ont pas à manger. Voilà, ils vont chercher à manger, et ils restent pas s'ils n'ont pas à manger en fait. Et s'ils trouvent un groupe de petits chiens et d'hommes qui peuvent manger,
bah ils les bouffent en fait. Enfin je sais pas, ça s'appelle la loi de la nature. Les loups sont affamés, ils ont hyper faim, ils trouvent des hommes qui sont appétissants, bah ils les bouffent. Alors certes, si les loups bouffent les hommes et les chiens dès le début, il n'y a pas d'histoire, mais moi je trouve pas ça crédible. Et alors il y a une scène, je crois que c'est la scène qui m'a fait abandonner le livre. Enfin j'ai été un peu plus loin, mais en gros, une nuit, il y en a un des deux qui décide de rester éveillé parce qu'ils ont un peu ras le cul de se faire bouffer un chien. Parce que oui, les loups ils bouffent qu'un chien par nuit. Donc ils ont un peu ras le cul de se faire bouffer un chien par nuit, donc il y en a un qui va rester éveillé, et le gars est debout, tout seul, entouré par une meute de loups, avec un bâton enflammé, et toute la nuit, il va réussir à repousser les loups. Non mais genre, il doit y avoir une cinquantaine de loups autour de lui, et le gars, avec un simple bout de bois enflammé, non, enfin, je trouve pas ça crédible. Je suis désolée, mais non. Tu peux écrire une histoire un peu merveilleuse, un peu fantastique, avec des éléments pas vraiment crédibles si tu veux, mais pas à ce point-là. Franchement, non, 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 je suis pas d'accord. Non. En plus de ça, je m'ennuyais parce que j'en avais un peu ras le cul de lire encore et encore et encore la même chose. Alors peut-être qu'au début de la partie 2, ça s'améliore et on a un peu plus d'action, un peu moins de répétition et des trucs un peu plus crédibles, mais non. J'étais arrivée à un stade où non, j'avais juste pas envie de continuer. Alors c'est peut-être l'un des plus grands livres de la littérature jeunesse, c'est peut-être l'un des plus grands classiques, il est peut-être très bien écrit, très apprécié, très tout ce que vous voulez, mais moi j'ai pas pu. Et on termine avec un livre qui m'a certes un peu déçu, mais que j'ai terminé, c'est Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Je l'avais commencé il y a une éternité, j'avais lu genre 3-4 pages et je l'avais reposé. Et là je l'ai repris et j'ai été au bout. On va y suivre donc Phileas Fogg. En vrai, je pense que tout le monde connaît à peu près ce résumé, mais je vais quand même le faire. Donc on y suit Phileas Fogg qui habite à Londres, qui est un homme très routinier et un peu casanier. Il se lève à la même heure, il mange à la même heure, il va au même endroit, il fait les mêmes jeux, il voit les mêmes personnes tous les jours. Mais là par contre, on n'a pas 4-5 jours de suite qu'on nous raconte. Non, on nous raconte une journée et on nous dit que toutes ces journées se passent comme ça. Et c'est amplement suffisant. Et donc, le livre démarre le jour où, évidemment, il se passe un truc différent, sinon c'est pas drôle. Il va donc dans une espèce de club, un peu comme dans les universités, mais un peu comme les anciens de l'université. Vous savez, ils ont fait partie de la même confrérie, la même promo, et ils ont un club où ils se retrouvent régulièrement. Donc là, ils font un jeu de cartes, je sais plus, ouais, ou un jeu de société, enfin un jeu à plusieurs, un jeu d'argent. Et ils vont se mettre à discuter et ils parient et Phileas Fogg parie qu'il peut réussir à faire le tour du monde en 80 jours. Parce qu'à l'époque, il faut minimum 80 jours pour faire le tour du monde. Donc il part de Londres, il passe par Paris, puis ensuite il va en Inde, je crois, et puis il repasse par la Chine, et il fait le tour comme ça par les États-Unis, et ensuite il revient à Londres. Et donc, mis bout à bout avec les trains et les bateaux à l'époque, il faut 80 jours pour faire le tour, ce qui est énorme pour nous actuellement, parce que nous, genre, tu prends 3 avions, t'as fait le tour, donc en vrai, il doit te falloir 48 heures, quoi. Maxi, ben, je sais pas trop, j'ai pas fait le calculer, j'ai pas checké, mais je pense qu'en 48 heures, allez, en 3 jours maxi, tu peux avoir fait le tour en avion. C'est moins fun, parce qu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de train, mais c'est possible actuellement. Et donc, il part de Londres avec son nouveau domestique, et il va faire le tour du monde. Donc évidemment, tout est chronométré, et la moindre heure de retard fait qu'il n'aura pas son train ou son bateau d'après, et ça va tout niquer. Parce qu'il faudrait qu'il prenne le bateau encore après, qui n'est pas une heure après, mais qui est genre 24 heures après, et donc bah, c'est foutu. Et donc on va le suivre là-dedans. Alors j'ai bien aimé, j'ai été globalement déçue. La première raison qui fait que je suis déçue, c'est que j'imaginais l'univers de Jules Verne beaucoup plus merveilleux et beaucoup plus loufoque que ça, alors que là, c'est très terre à terre, c'est très réaliste. On a un homme qui va de bateau en train, et de train en bus, en autre type de transport de l'époque, et qui se balade à travers le monde, mais il n'y a rien d'excitant là-dedans. Enfin, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant. En plus de ça, c'est un livre pour enfants, alors que le personnage principal doit avoir entre 30 et 40 ans, je dirais. Ce qui rend le truc encore plus sérieux et encore moins merveilleux et encore moins. Enfin, il n'y a pas vraiment d'aventure, du coup, il est vraiment concentré sur son but et il n'y a pas de. Il se laisse pas. Il peut pas se laisser déconcentrer et divaguer, genre il peut pas visiter une ville, se laisser embarquer dans une espèce d'aventure. Non, il peut pas. Il est obligé de constamment regarder sa feuille de route et de dire bah non, là il faut que j'aille là, je peux pas m'arrêter, je peux pas. Il peut même pas genre s'arrêter dans une taverne, boire un coup, il a pas le temps. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu trop strict, c'est ça en fait.
Et voilà, donc au milieu de tout ça, on a une espèce d'enquête qui se met parce que avant qu'ils partent, il y a un vol, je crois, qui a eu lieu. Et du coup, le fait qu'ils partent juste après, ça va entraîner des soupçons et tout plein de théories là-dessus. Moi, ça m'a. Enfin, le problème, c'est que j'ai jamais cru qu'il était coupable. Donc c'était un peu nul, selon moi. Et aussi, le truc qui m'a dérangé le plus, c'est qu'il traverse plein de pays. Alors, il fait pas le tour du monde dans le sens où il ne passe pas par chaque pays. Mais il découvre quand même plein de pays. Et comme il n'a pas le temps de s'arrêter, ben, on ne fait qu'apercevoir tous ces pays. C'est comme si tu prenais un catalogue de voyage et que tu le faisais défiler comme ça hyper rapidement. Et hop, tu le ranges et tu n'as plus le droit de le regarder. Ça sert à rien en fait. Enfin, je sais pas, voilà, je suis globalement déçue par ce livre. En plus de ça, on a des illustrations qui, selon moi, sont tellement sombres qu'elles ne sont pas vraiment utiles. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais si vous n'avez pas vu grand chose, c'est normal parce qu'on ne voit quasiment rien sur les illustrations en fait. Donc voilà, je l'ai dit, je suis globalement déçue par ce livre. J'ai quand même été au bout parce que c'est bien écrit, ça se lit bien. Et même si, comment dire, même si on espère qu'il va y arriver, il y a un risque pour qu'il n'y arrive pas parce que c'est quand même hyper difficile de ne pas prendre de retard. Notamment quand tu es en bateau, qu'il y a des tempêtes, des trucs comme ça, tu peux pas tout gérer et le moindre retard fait que tu perds. Donc voilà, j'ai quand même trouvé ça cool. Le domestique est ma foi sympathique. Et parce que le personnage principal n'est pas vraiment attachant. Il est tellement casanier et tellement concentré sur son but que tu. Enfin, moi, je me suis pas attachée à lui. Je me suis plutôt attachée à son domestique, qui lui, pour le coup, est plus humain. Il stresse plus. Parce qu'en fait, ce qui est aussi agaçant avec Phileas Fogg, c'est que, par exemple, le train a 1 heure de retard ou le train doit s'arrêter en plein milieu de la voie pendant 4 heures parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a un souci. Le gars ne stresse pas. Il a même pareil une somme énorme avant de partir. Donc, s'il perd, il va perdre toute sa fortune. Et le gars ne stresse absolument pas. Il est persuadé qu'il va y arriver. Il est là, peace and love, les deux dans le nez, tout va bien se passer. Et du coup, c'est encore moins excitant et encore moins. Ça fait moins aventure en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais globalement, le personnage principal n'est pas attachant. Et l'histoire est très sérieuse et trop sérieuse pour un livre pour enfants, à mon sens. Et c'est pas du tout comme ça que j'imaginais l'univers de Jules Verne. En gros, je suis très 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 déçue. Et je lirai autre chose de Jules Verne, mais clairement, si je me rends compte au début du livre que je choisirais, je sais pas lequel, qu'on est encore sur un livre sérieux et pas sur une histoire merveilleuse comme j'imagine l'univers de Jules Verne, bah, j'arrêterai d'en lire parce que c'est pas ce que je veux lire de Jules Verne en tout cas. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris l'univers de Jules Verne, peut-être que j'ai mal interprété, je sais pas, mais je suis déçue. Pour le coup, cette petite lecture doit être plus longue que les autres. J'ai fait au mieux, mais je ne pouvais pas faire plus court en vrai. J'espère que ça vous aura plu quand même. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.